Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 72e Festival Cannes a ouvert ses portes le 14 mai. Comme chaque année, les plus grands noms du cinéma, les stars internationales, se réunissent dans le sud de la France pour participer au plus grand et au plus prestigieux festival de cinéma au monde. Quels vont être les plus grands thèmes, les surprises qui vont émailler cette édition 2019? Nous en discutons avec nos invités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter sur notre plateau Mademoiselle Kang Yi, journaliste indépendante spécialisée au cinéma. Bonjour. Bonjour. Et nous allons également discuter en direct WeChat avec deux autres invités. D'abord, Monsieur Li Song, un comédien chinois. Bonjour. 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 Est-ce que vous avez suivi la cérémonie d'ouverture? J'ai un peu suivi par la télévision et aussi par les médias sur Internet. Donc comme chaque année, c'est grand, c'est magnifique. On attend de voir les stars, les cinémas, les grands cinéastes qu'on adore. Et surtout cette année, ce qui m'a remarqué, c'est que j'ai vu sur le site de festival qu'ils vont transformer la plage de Massé en un cinéma aussi à ciel ouvert pour accueillir le public en accès libre. Je pense que ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle et ça fait vraiment rêver. Et il y aura des séances de films de grands classiques, mais aussi des films cultes, ou même des films très récents, dont je vois le nom de Tigre et Dragon, les 400 coups. Donc je pense que, comme chaque année, on sait qu'il faut se battre pour avoir des places de séance à Cannes. Donc ça, c'est plutôt très très positif et c'est un premier, je pense, que pour le festival. Elisson, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, comme cette année, je suis pas allé à Cannes, donc j'ai plutôt suivi déjà un peu en direct avec des images de mes amis qui y sont là en ce moment. Bon, je remarque en fait, chaque année, ils ont un présentateur pour lancer le festival. Cette année, c'est Edouard Baird, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je crois que l'année dernière, c'était lui qui faisait la fermeture aussi du 71e festival. Ça fait sens et je crois qu'il a rendu hommage à la cinéaste Agnès Varda, qui est malheureusement décédée. Et puis pour mettre un peu l'ambiance, ils ont invité la chanteuse belge très à la mode, Angèle, et qui a interprété une chanson de Michel Legrand, qui est aussi décédé cette année. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu un peu voilà, de cette soirée d'ouverture. Vous vous êtes rendu à Cannes à plusieurs reprises à l'occasion du festival. Qu'est-ce qui vous a amené sur la croisette? Alors moi, je suis allé donc 3 fois à Cannes depuis 2016, 2017, 2018. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est en fait, voilà, je connaissais des copains qui sont producteurs et qui m'ont dit que peut-être ça me ferait marrer entre guillemets passer un séjour à Cannes. Donc et puis on a fait des dossiers. En fait, j'ai obtenu un badge. Donc je vous montre ici, c'est un badge média, voilà, pour le festival. Ça, c'est le badge du 70e festival de Cannes. Et ensuite, avec le badge, on peut essayer d'obtenir des billets pour faire ce truc qui est magnifique, qui s'appelle la montée des marches, pour aller voir des films le soir. Et donc j'ai effectivement aussi apporté les billets, voilà, les billets, j'ai vu pas mal de films, donc j'ai fait pas mal de montées des marches, c'était assez amusant, voilà. Et ce qui était impressionnant à Cannes, c'est vrai que c'est durant 2 semaines, il y a vraiment beaucoup de monde. Et on croise souvent même des grands cinéastes, des grandes stars de cinéma, parfois dans un café, parfois vraiment par hasard sur la plage. Voilà. Et Kang Yi, vous avez aussi des expériences à Cannes. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire partager? Oui, effectivement, je partage beaucoup ce que dit Monsieur Li Song.
Et pour moi, c'était un peu différent parce que j'étais journaliste, donc j'étais là plutôt pour travailler. Et c'était vraiment, d'un côté, c'est assez fou parce qu'il y a tellement à voir et tellement à faire. Et d'autre côté, c'est vraiment magnifique et c'était comme un rêve. Et j'ai pas très bien vu ce qu'il a montré comme badge tout à l'heure parce que j'ai plutôt l'impression que pour les gens qui aiment vraiment le cinéma, pendant le festival, on sent ce grand bonheur suprême parce qu'on a l'impression que pendant cette période-là, que cette petite ville au bord de la mer en France s'est transformée en un empire de cinéma. Tout est hiérarchisé selon des places dans cette pyramide qui s'appelle le cinéma. Et donc il y a le badge rose, le badge blanc, le badge noir. Et moi je me suis inscrite en tant que journaliste, donc j'ai eu de la chance d'avoir un badge rose. Et si je comprends bien, c'est déjà assez privilégié. Et donc on pourrait avoir l'accès aux séances de films selon notre couleur de badge. Et cette année, 21 films sont en liste pour la Palme d'Or et la sélection officielle s'annonce romantique et politique. Quelles sont vos impressions sur ces films? Ouais, moi je regardais un petit peu la sélection. On retrouve quand même beaucoup d'habitués, hein. C'est-à-dire, oui. J'ai vu, il y a des films, enfin, vraiment des cinéastes très connus, comme les frères Dardenne. Je crois qu'ils ont un film qui s'appelle Le Petit Ahmed, si je ne me trompe pas, c'est un truc comme ça, voilà. Le jeune Ahmed, voilà. Et puis il y a Pedro Almodovar aussi, qui présente un film. Les frères Dardenne, je crois que c'est leur 8e fois. Et puis après, il y a Xavier Dolan, aussi, qui est un habitué de ce festival. Alors c'est assez étonnant qu'ils ont ouvert ce festival avec un film de zombies. Jim Jarmusch qui est de zombies. Ça, c'est assez étonnant. Et j'ai vu aussi un film de Quentin Tarantino. Ouais. Ça, c'est un film très attendu. Ouais, c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas eu un film de ce réalisateur à Cannes, je crois. Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Où était-elle? Chez les bénédictines. Elle a quitté les ordres? On l'a sortie du couvent. L'année dernière, le Grand Prix a été remis au Japonais Hirokatsu Koreeda pour un film, une affaire de famille. Et cette année, le Japon est absent, l'Asie est représentée par 2 films asiatiques. Un film du réalisateur sud-coréen et un film du réalisateur chinois. Selon vous, quelle place occupent-ils les films asiatiques au Festival de Cannes? Personnellement, je pense pas. Oui, enfin, le Japon était absent, comme vous disiez, cette année, mais je vois pas personnellement de recul sur la présence des films asiatiques sur le festival. Et je pense qu'il faut rappeler encore que l'an dernier, il y a encore le film coréen Burning qui avait connu un record de notes sur le screen et beaucoup avaient misé même sur ce film pour la Palme d'Or. Et puis, je pense que les films asiatiques ont toujours leur place très importante. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est toujours, comme disait M. Lisson tout à l'heure, c'est toujours ces noms-là qui sont vraiment, si on peut dire, les chouchous de ce festival, qui sont plutôt sélectionnés, qui sont préférés par ce festival. Et en parlant du film de Diawina, esthétiquement, je pense qu'il est très remarquable et il donne une texture assez froide et tranchante à son film. Je pense que ce qui distingue bien son film de crime des autres réalisateurs. Donc
Moi, je trouve que c'est très poétique, donc j'attends avec impatience de voir ce film. Hélisson? Alors, je pense que le cinéma asiatique occupe une place, ça c'est une réalité durant toutes ces années déjà. Je crois que chaque année il y a quand même toujours un ou deux films asiatiques. Je crois que l'année dernière il n'y a pas eu de film chinois, mais l'année d'avant, je me souviens très bien. L'année dernière, il y a un il y a film eu un- de Jia Zhangke. Jason qui était en sélection, mais qui n'a pas eu de prix alors. Non, non. Mais moi j'étais, je me souviens, j'étais une année, le film de Tcharzenko également, et c'est Made Mountains Depart, un truc comme ça, je sais pas comment ils ont traduit, et un film du cinéaste taïwanais Nie Yin-yang, comment il s'appelle, Hou Xiaoxian, voilà. Et, et même un cinéaste coréen qui est un habitué, c'est Hong Sang-soo, voilà, qui présente beaucoup de films dans ce festival. Donc, je pense qu'il n'y a jamais eu de coupure avec le cinéma asiatique. Hein. Sans parler également, de temps en temps, on a aussi ils ont aussi des films thaïlandais ou vietnamiens, voilà. Et je crois que cette année, il y a encore un cinéaste qui est d'origine cambodgienne, dont un film est dans la sélection à certains regards. Donc je pense que le festival de Cannes souhaite qu'il soit un festival international et souvent essaie aussi d'aider tous ces cinémas peut-être qui sont parfois pas tellement, on va dire, populaires dans leur pays d'origine et qui ont cette chance d'être projetés on va dire, à Cannes, et ça va les aider aussi à être diffusés dans leur propre pays. Parce que souvent, ce sont des films d'auteurs, si je puis résumer. C'est vrai que parfois on a l'impression que beaucoup de réalisateurs chinois se font d'apport un nom à l'étranger avant de s'imposer en Chine, ou alors certains réalisateurs sont plus populaires à l'étranger. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors, d'après moi, je pense que déjà, ce n'est pas un phénomène propre chez les réalisateurs chinois, c'est même, on peut dire, très conventionnel pour les débutants dans cette industrie, parce qu'il faut rappeler quand même que le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi du commerce. Il faut de l'argent. Donc, comme disait M. Hou Xiaoxian, quand il a reçu le prix du meilleur réalisateur en 2015 à Cannes, il a dit d'un ton un peu de plaisanterie, mais un peu aussi il est en train de râler en disant c'est toujours difficile de trouver de l'argent et c'est toujours difficile de faire du cinéma. Et imaginez, c'est quand même un grand réalisateur comme Hou Xiaoxian. Donc je pense que c'est bien pour les jeunes réalisateurs et c'est bien et c'est naturel, voilà, de commencer, de chercher déjà à se faire un nom par les festivals. Quand on parle de se faire un nom à l'étranger, c'est principalement par les grands festivals de cinéma, parce que ce sont des festivals qui mettent l'accent sur le style de création, sur de l'art, si vous voulez. Donc ça permet ces débutants de commencer et de même d'avoir des meilleures conditions de création domestique. Les festivals ne sont seulement une plateforme pour les réalisateurs, mais aussi les acteurs. Cette année, l'actrice chinoise Zhang Ziyi est invitée à donner une masterclass pour partager son travail et sa carrière. Elle devient la première actrice asiatique, la plus jeune actrice invitée à Cannes pour occuper ce rôle de mentor. Que pensez-vous de cette expérience pour elle? Je pense que bien sûr, personnellement, ça va être pour elle-même, c'est très très bien, c'est une reconnaissance prestigieuse. Ça veut dire que c'est une reconnaissance de sa qualité professionnelle, artistique en tant qu'actrice dans le monde du cinéma. Mais aussi, je pense que ça représente une reconnaissance sur le cinéma chinois, parce qu'elle a joué dans beaucoup de... Bien sûr, elle est montée déjà sur la scène internationale, mais elle présente plutôt un visage oriental, un visage chinois. Et donc, elle a joué dans pas mal de films chinois avec un thème chinois, avec des histoires chinoises. Donc,
de ce côté-là, je pense que ça c'est aussi un très très bon signe pour avoir un visage, une présence chinois ou asiatique dans ce grand festival de cinéma international. Il y a souvent une déconnexion entre les critiques par un film à Festival Cannes et sa réception par le grand public dans les salles de cinéma. Comme par exemple l'année dernière, le film Le Grand Voyage vers la nuit a été acclamé unanimement par la critique, mais le film s'est avéré un échec complet dans les salles de cinéma. Comment expliquez-vous un tel décalage? Si on regarde cette question d'un côté artistique ou vraiment purement de cinéma, soyons un peu idéalistes. Je pense que on ne peut pas appeler ça un échec parce qu'un film, il a son destin. Donc, dans les histoires, il y a déjà beaucoup de cas qui ont prouvé qu'il y a beaucoup de films qui ont connu un soi-disant échec lors de leur sortie dans la salle de cinéma. Et puis après, par leur valeur artistique, par leur valeur humaine, ça a prouvé que c'est un chef-d'œuvre. Donc je pense qu'un film, il a peut-être deux destins, un destin artistique et un destin commercial. Et commercial, ça vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Des fois, on pense que c'est des films que personne ne va voir. Alors finalement, le box-office, c'est plutôt pas mal. Et des fois, il y a des cas comme ce que vous venez de mentionner. Et il faut aussi savoir que des grands festivals de cinéma comme Cannes, c'est vraiment une plateforme très professionnelle et très critique. Donc ça met l'accent vraiment sur ce côté artistique. Donc ça pousse les cinéastes de créer avec tout leur support, avec toute leur imagination. Donc je pense que c'est aussi très très normal que ça crée parfois un peu décalage entre le grand public et une expression très très personnelle, artistique. Une audience particulière. Exactement. Et maintenant, nous avons un entretien téléphonique avec Monsieur Noël Carino, conseiller technique et artistique, responsable de la programmation du Festival du cinéma chinois en France. Bonjour, messieurs. Bonjour. En termes de sélection des films présentés, mais aussi de palmarès, en quoi les critères cannois sont-ils différents des autres festivals internationaux, comme par exemple Venise, Berlin? Venise, Berlin et Cannes ne sont pas si différents les uns des autres. Ce sont des festivals qui ont en général qui ont une section officielle qui est avec un cinéma assez pointu. Ce sont des films d'auteur en général qui sont sélectionnés dans ces sélections officielles. Et parallèlement à cela, il y a des sections parallèles qui sont ouvertes à un autre cinéma beaucoup plus un peu différent. Par exemple, à Cannes, dans la sélection officielle, vous ne verrez jamais des blockbusters ou des films à très grand public. Ces films-là peuvent être projetés, mais en tant que vitrine, mais hors compétition. Dans la compétition, vous avez vraiment un cinéma d'auteur. Contrairement, et ça c'est un peu la règle, tant pour Cannes, qui est plus ancien. Cannes, c'est quand même un festival qui a 72 ans, hein. C'est pas un jeune festival. C'est le cas de Berlin, d'une certaine façon, et également de Venise. Et la différence avec un festival plus récent comme Toronto, par exemple, qui a lieu tous les ans au début du mois de septembre, c'est que c'est un festival qui est une vitrine beaucoup plus large, c'est un festival où il n'y a pas de compétition à part un prix du public, et donc avec un accès beaucoup plus facile pour les films à très grand public. Et les films récompensés à Cannes sont souvent des films artistiques, voire autorisants, mais ce genre de film... Absolument. Ce genre de film n'a qu'un succès extrêmement limité au box-office chinois. Est-ce que les films d'auteur remportent plus de succès en France ou en Europe? Pas forcément. Vous avez les deux types de cinéma. Vous avez raison, comme je disais tout à l'heure, la sélection officielle des films du Festival de Cannes, comme à Berlin ou comme à Venise d'ailleurs, c'est du film d'auteur. C'est un film pointu, c'est du cinéma pointu, c'est du cinéma d'auteur.
Ceci dit, on assiste à quelque chose d'intéressant en Chine en ce moment, c'est qu'il y a deux de ces films de la sélection de l'année dernière de Cannes qui ont obtenu un certain succès en Chine. Vous avez eu il y a quelques mois un film japonais qui s'appelait Shoplifters, qui est le plus gros succès en Chine pour un film japonais, qui était la Palme d'Or du Festival de Cannes l'année dernière. Et vous avez aujourd'hui, en ce moment, un petit film libanais qui s'appelle Capernaum, qui fonctionne très très bien en Chine, qui est même numéro 2 du box-office en ce moment, qui est un film libanais extrêmement exigeant, très autoriste, et qui était à Cannes l'année dernière. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, cette évolution. Par contre, effectivement, les films de Cannes ne sont pas des blockbusters, c'est du cinéma d'auteur, et donc en France, notamment, vous avez un public pour le cinéma d'auteur, un public qui est très important, parce que le public français est un public extrêmement cinéphile, et vous avez à côté, effectivement, donc les blockbusters un peu français, américains, etc., comme vous avez un peu partout dans le monde. Vous avez en ce moment, comme en France comme en Chine, par exemple, vous avez Avengers, qui a un succès considérable, mais vous ne verrez jamais Avengers dans la sélection Festival de Cannes. Vous pourrez le voir éventuellement hors compétition, en vitrine, mais jamais dans la compétition. Et comment définiriez-vous le rôle joué au sein de l'industrie du cinéma par les grands festivals internationaux? Eh bien, les grands festivals internationaux, ça dépend desquels, en fait, encore une fois. Un festival comme Toronto, par exemple, qui lui est ouvert à tous les types de cinéma, qui n'a pas de compétition, qui est donc beaucoup moins autorisant, comme vous dites, a un rôle très très important. Par contre, un festival comme Cannes, ou comme Berlin, ou comme Venise, eux, vraiment privilégient un cinéma d'auteur, qui est un cinéma artistique. Mais malgré tout, il y a malgré tout une vitrine pour un autre cinéma plus commercial, parce qu'il passe effectivement d'autres films, mais hors compétition. Donc ils ont une importance majeure quand même, ces grands festivals. Et au-delà du Festival du cinéma chinois en France, qu'est-ce que vous faites pour la promotion de la division des films chinois sur les écrans français? Alors, à titre personnel, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir que l'on puisse distribuer via le système commercial, distributeurs locaux ici, qu'on puisse distribuer au moins un ou des films tous les ans, qui ne soient pas seulement des films d'auteur que l'on voit dans les festivals occidentaux. À titre personnel, j'aide certains films, par exemple, l'année dernière, il y a un film chinois qui s'appelait Une pluie sans fin de Dong Yue, qui a remporté qui a bien marché en France. C'est un film de genre, c'est un film policier, qui a remporté un bon succès en France. Et personnellement, j'ai accompagné le film dans différentes avant-premières, ou alors lorsque des salles présentaient ce film, je me déplaçais en province notamment pour expliquer aux spectateurs ce qu'était le film, ce qu'était le cinéma chinois, quel était le marché chinois actuellement, parce que c'est un marché qui est très peu connu des spectateurs en Europe. Hein. Peu de gens savent, par exemple, que tous les jours en Chine, il y a 26 ou 27 nouveaux écrans qui sont mis en service. Peu de gens savent encore que le marché chinois est non seulement le second marché de la planète, mais que au premier trimestre de 2018 et 2019, et vraiment cette année, c'est devenu le premier marché devant les États-Unis. Peu de gens le savent, et donc je vais expliquer ça dans les salles, je vais présenter le film, je vais expliquer ce qu'est le réalisateur, ce qu'est le film. Et j'ai fait ça notamment sur le film de Dong Yue l'année dernière, et l'année d'avant, j'avais fait ça avec le film de Feng Xiaogang, Je ne suis pas Madame Bovary, qui avait été distribué en France. C'était vraiment, je crois que c'est la première fois qu'un film de Feng Xiaogang était distribué en France, et je suis allé expliquer, donc, dans certaines salles, qui était ce réalisateur, ce qu'était ce cinéma, ce que racontait le film, etc. De manière, mais ça c'est à titre personnel, hein, ça n'a rien à voir avec le festival du cinéma chinois en France, pour essayer donc de faire mieux comprendre, mieux connaître cette cinématographie au public français. Et mon idéal, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est créer une petite société de distribution qui distribuerait en France, pour commencer, un ou deux films chinois, mais pas les films des festivals, pas les films de Cannes ou de Berlin ou de Venise, mais des films qui seraient susceptibles d'intéresser le public français, que le public français aimerait voir,
qu'il ne connaît pas et qui, sans cela, n'aurait jamais la moindre chance d'être distribué ici. Merci d'avoir partagé vos opinions avec nous. Et nous retrouvons maintenant Kang Yi sur notre plateau. Je voudrais bien reparler un peu des festivals chinois, parce que vous participez souvent à ces festivals. Quels sont pour vous les points faibles des festivals chinois? Parce qu'ils sont encore BP par rapport aux festivals internationaux. Oui, effectivement, comme ce que vous venez de mentionner, c'est vraiment, on a encore beaucoup de choses à améliorer, à apprendre de grands festivals internationaux comme Cannes, comme Venise, comme Berlin. Le festival de Shanghai, c'est le plus vieux, ça existe le plus longtemps, donc je pense que relativement, c'est un modèle pour Pékin, mais quand même, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, par exemple, sur la programmation. Est-ce qu'on pourrait avoir c'est-à-dire, quand on organise une programmation de film, il faut avoir une logique cinématographique selon un thème ou un auteur, un cinéaste ou quel que soit Il faut définir la catégorie. Exactement. Donc, et puis aussi au niveau de l'organisation de films, des séances précisément, ou bien du marché, parce que c'est quand même, c'est aussi un endroit où l'on vend des films, au moment où on prévend des films. Donc ça, il faut aussi apprendre des grands festivals qui ont déjà un système très mûr pour réunir tous ces professionnels et pour mettre tous ces professionnels dans leur place, dans leur bonne place, pour promouvoir les films et ainsi les ventes, les vraies ventes. À partir de ces dernières années, ces 2 dernières années plutôt, on voit déjà des changements, des progrès dans le festival chinois. Par exemple, il y a des films dont le monsieur vient de mentionner, le film libanais, qui a connu un succès de box-office en Chine récemment, qui est plutôt une surprise pour beaucoup de gens. Je pense que c'est le sujet qui intéresse le public. Ça aussi, oui, mais c'est aussi que le fait que ça a été présenté pendant le festival de Pékin. Il y a aussi un autre festival, un autre film japonais de dessin animé qui était présenté. Et là, on attend de voir ce film sorti dans la salle. Donc ça, c'est plutôt des occasions pour les films qui sont soi-disant un peu petit public, de sortir. Et puis on voit en fait un développement, du goût chez le public. En fait, ce qui est important, c'est déjà de cultiver cette terre de culture de cinéma en Chine, soit en Pékin, Shanghai, dans les grandes villes comme ça, ou bien partout dans ce pays. Ces dernières années, les films chinois sont de mieux en mieux représentés aux festivals internationaux. Selon vous, va-t-on assister à un essor du cinéma chinois à l'international? Je ne sais pas si c'est un essor du côté... Enfin, si on regarde le box-office, on a déjà un essor, ça c'est indéniable. On a un marché intérieur très grand. Exactement, ça c'est, tout le monde le sait, c'est pour ça aussi que le monde tourne le regard vers nous aujourd'hui, et ça c'est un fait, c'est la réalité. Je pense que ce qui reste à faire, c'est de vraiment, comme je disais, d'avoir vraiment une culture de cinéma sur cette terre. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment voir le film et qui ont un goût, un vrai goût pour le cinéma. Et puis aussi, je pense que ça va faire un écho aux gens qui produisent les films, qui créent des films, qui racontent l'histoire par ce support qui s'appelle le cinéma. Et moi, personnellement, je suis plutôt positive, très optimiste à ce point-là, parce qu'on voit vraiment des surprises tous les jours chez les box-office, des fois on pense que c'est des films que personne ne va voir, mais non, en fait, les gens ont la capacité de reconnaître une vraie histoire, une histoire qui est touchante, qui est vraiment, qui touche vraiment l'humanité. Donc, je pense qu'on est en train de grandir. Ça, c'est vraiment une réalité positive. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine.